Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Workwell et vous sur A-News Workwell, dédié à un sujet qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la transformation des espaces de travail, la restauration en entreprise. On pensait la cantine dépassée, réservée à la pause de midi. Et pourtant, elle est aujourd'hui au cœur des enjeux de bien-être, de lien social, d'écologie et même de performance. En clair, pour redonner envie de revenir au bureau, les entreprises misent sur l'assiette. Mais pas n'importe laquelle. Une assiette responsable, durable, gourmande, flexible, servie dans des lieux hybrides, bien pensés, où l'on peut manger et créer du lien et même travailler. Car depuis la crise sanitaire, la santé et l'avenir de la planète est au menu du consommateur, plus soucieux du contenu de son assiette, de la provenance des produits et du respect de l'environnement. Pour en parler, 4 experts venus d'univers complémentaires sont avec moi autour de cette table. Amaury Lefébure, VP Sales chez Foodles, l'entreprise qui bouscule les codes de la cantine traditionnelle avec ses frigos connectés, ses comptoirs personnalisés et une vision engagée, plus gourmande, plus écologique, plus accessible. Et vous êtes également notre partenaire du Club de l'Agora des DET. Bienvenue Amaury. Bonjour, merci. Michel Moussa, Head of Workplace Experience chez Sanofi, notre voisin, un groupe pharmaceutique qui a fait de la restauration un outil stratégique pour amener ses collaborateurs au siège, mais pas que, dans toutes les entreprises que vous avez, avec des offres dignes de l'hôtellerie. La maison Sanofi est un site de 9000 m², conçu pour favoriser les nouvelles méthodes de travail hybride et qui permet à près de 500 collaborateurs de mieux se connecter, collaborer, créer et célébrer. Eh bien, bienvenue, Michel. Bonjour. Jérôme Galetti, à ma gauche. Bonjour Jérôme, associé fondateur de Projective, un cabinet d'architecture accélérateur d'innovation qui accompagne les entreprises dans la co-création d'espaces de travail durables et connectés. Et vous êtes également notre partenaire au Club de l'Agora des DET. Bonjour Jérôme et bienvenue. Bonjour Claire, merci. Eh bien, je suis ravie. Et puis, enfin, Olivier Gulf, fondateur de Géo Conseil, expert de l'hôtellerie et de la restauration collective, avec un long passé dans le groupe de restauration collective Compass, qui nous donnera sa vision sur les services alimentaires en entreprise. Bonjour Olivier et bienvenue. Bonjour Claire, bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous, vous tous. Je suis ravie d'être là. L'ETT, en tout cas, est devenu une norme, on le sait, depuis le Covid pour les collaborateurs. Donc, pour plein de raisons, c'est plus pratique, c'est plus écologique, c'est plus efficace, c'est plus calme, parfois. Et ça a complètement bouleversé les codes de la restauration en obligeant les restaurateurs, du coup, à imaginer une nouvelle expérience convive, en redéfinissant un nouveau parcours client, voire en définissant de nouveaux espaces de restauration. Alors, revenir au bureau, oui, mais à condition d'y retrouver du plaisir, du confort et du lien. Et la restauration devient alors un des facteurs de motivation. On va commencer par toi, Michel. Chez Sanofi, avenue de la Grande Armée, Paris 17e, je disais notre voisin, vous avez repensé vos espaces pour créer des lieux chaleureux, ouverts, avec plusieurs types d'offres et même un brunch le vendredi pour faire revenir les collaborateurs au bureau. Comment est née cette stratégie ? Alors, merci Claire pour cette question. Avant de commencer à parler de la stratégie de Sanofi, je voudrais juste dire quelque chose qui est que de plus en plus d'entreprises, notamment les multinationales, les grandes sociétés de tech, misent sur la restauration comme un pilier majeur de leur culture et de leur attractivité. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau du tout. C'est quelque chose qui est observé depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études ou des recherches académiques qui ont été réalisées pour démontrer l'impact de la restauration sur les chiffres clés de l'entreprise. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, ces études-là. D'ailleurs, le rapport le plus important reste à ce jour le rapport de l'International Labour Organization, qui est intitulé, si je pense bien, c'est Food at Work, la restauration au travail. Et c'est un rapport qui date de 2005. Et qui est toujours une référence par rapport à toutes les études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Et ce rapport a prouvé un lien direct entre la qualité de la restauration et l'amélioration de la santé des collaborateurs, l'amélioration de leur engagement, l'amélioration de leur productivité. Voilà. Maintenant, en revenant chez Sanofi, alors notre stratégie, elle était basée sur 3 piliers.
L'objectif majeur de notre stratégie, c'est de créer une expérience unique. Cette expérience, donc, elle est basée sur 3 piliers. L'environnement des règles de travail, les espaces de travail, l'expérience digitale, les outils digitaux qu'on va utiliser, et la restauration. Donc la restauration fait partie d'une stratégie globale qui vise à améliorer drastiquement l'expérience des collaborateurs dans nos bureaux. Ce qui permet, en fait, d'améliorer l'attractivité de Sanofi, de repousser les collaborateurs à revenir au bureau, comme vous l'avez dit, et 3, améliorer leur engagement et leur fidélité. Et quel résultat, du coup, vous observez chez Sanofi? Alors là, le résultat, il est clair. En fait, on suit des chiffres clés, notamment le taux d'engagement des collaborateurs. C'est quelque chose qui est absolument mesurable. On le mesure chaque année et on voit une amélioration drastique d'à peu près 20 points entre les sites sur lesquels nous avons déployé la nouvelle stratégie et les sites sur lesquels nous n'avons pas encore déployé la nouvelle stratégie. Je tiens à dire que ce que vous voyez à la maison Sanofi juste à côté de vous, oui, ce n'est pas fait pour la maison Sanofi, c'est une stratégie globale de l'entreprise, oui, qu'on est en train de déployer partout dans le monde. Et comment vous faites cette étude? Vous vous basez sur quoi? C'est quoi les... C'est un survey qu'on envoie aux collaborateurs, c'est un questionnaire chaque année avec un certain nombre de questions qui ne sont pas toujours les mêmes et qui est monté d'une certaine manière qui permet de calculer, entre autres, le taux d'engagement des collaborateurs. Alors, quelle est l'originalité de vos espaces de restauration? Nous avons créé plusieurs espaces de restauration. L'objectif étant, encore une fois, de créer une expérience unique. L'idée est de dire, on va passer du moment où on partait au restaurant, au RE, parce qu'on a faim et qu'il faut qu'on mange, vers non, je fais une vraie coupure dans la journée et ça va me permettre de vivre une expérience unique avec mes collègues. C'est sur cette base-là que les surfaces et les environnements ont été créés, avec des services et des menus totalement différents. L'idée étant qu'on va choisir non pas... on va choisir non pas parce que je vais aller dans un endroit où il y a moins de monde, je vais plutôt aller dans un endroit parce que j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie de manger ce menu ou ce plat ou ce dessert. Très bien. Jérôme, chez Projectif, vous accompagnez les entreprises dans cette redéfinition des usages. Dans la conception des espaces, comment la restauration a-t-elle évolué? Bon, l'espace a beaucoup évolué, de la même manière que l'assiette. Et chaque lieu correspond à une expérience différente. Et cette expérience, elle commence à l'entrée de l'entreprise, où il faut pouvoir avoir un café, un cookie, un croissant, et pouvoir s'installer dès l'entrée de l'entreprise. L'expérience de l'espace, et après, on peut décliner un certain nombre de lieux dans la même logique que Sanofi. Oui. Ici, c'est Cybercampus. On a une multiplicité de lieux. Sur Cyber, on a 7 lieux. Cybercampus, je ne l'ai pas précisé, désolé, oui, à la Défense. Oui. Voilà, on a 7 lieux différents où on peut déjeuner en fonction du contexte général, c'est-à-dire est-ce que vous rentrez dans l'entreprise, est-ce que vous êtes là juste pour inviter des clients ou pour déjeuner avec des collaborateurs. Alors, ici, c'est par exemple un lieu qui est destiné pour les organismes de formation de cyber, donc pour des étudiants, et c'est un lieu où on mange plutôt du hamburger, en fait des choses un peu plus street, on va dire. Street food. Ici, c'est le Sky Bar qui a la vue sur la Défense et surtout Paris, et où là, c'est un lieu un petit peu plus haut de gamme avec un coût évidemment supérieur, mais il y a quelques années, on partait de la cantine et du restaurant de direction, et un restaurant de direction très élitiste où vous aviez que les directeurs et puis les clients qui étaient possiblement invités. Là, ce sont des lieux qui sont au contraire totalement ouverts à tout le monde. On a ce lieu qui est un lieu
un auditorium. Mais au lieu d'avoir en fait un auditorium classique avec des rangées, on a de multiples configurations possibles. Ici, on est en position hackathon, par exemple, et sur le fond à droite, on a la possibilité d'alimenter nos hackers éthiques. Et en général, les hackathons en cybersécurité durent 24 heures ou 36 heures. Et donc, il est très important de ne pas déplacer ces personnes-là de ce lieu et de les faire manger sur place. Donc, il faut un lieu spécifique dans cet auditorium pour pouvoir faire manger les gens. Et là, ici, on peut manger dans cette pièce ? Oui, donc ça, c'est le restaurant d'entreprise principal. Très beau. Et dans lequel qu'on peut utiliser dans la journée pour d'autres usages. On voit le design est très important aussi. Hein. On va le revoir tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup, Jérôme. Amaury, Olivier, vous avez tous les deux une vision terrain et marché de la restauration d'entreprise. Ces attentes de convivialité et de confort, quand est-ce qu'elles sont apparues ? Bon, Michel nous a dit que déjà depuis 2005, il fallait faire attention justement à ça. C'est pas nouveau, c'est pas depuis le Covid. Mais est-ce que vous avez une date précise peut-être ? Ou est-ce que ça s'est affirmé de plus en plus avec le temps aussi ? Pourquoi ? Je dirais, allez, je prends la parole. Je dirais effectivement, pour rebondir par rapport au propos de Michel, effectivement, depuis une petite vingtaine d'années, mais ça s'est énormément accentué depuis, on va dire, la crise sanitaire. Quand même. Avant, effectivement, le consommateur ou le convive, au moment de la pause méridienne, il descendait parce qu'il voulait assouvir un besoin primaire, se restaurer. Il remontait une fois son repas ou son café absorbé. Aujourd'hui, et Michel l'a bien mis en avant, on parle d'expérience collaborateur. Aujourd'hui, les sociétés de restauration vont prendre en considération les besoins du convive, du consommateur, depuis son arrivée sur son lieu de travail jusqu'à son départ. Donc, on va faire en sorte de le chouchouter, de le cocooner pour lui donner le maximum d'espace les plus conviviaux, les plus confortables possibles. Donc cette notion de prise en considération du confort du collaborateur, c'est avant tout, effectivement, depuis la crise sanitaire, pour faire venir et surtout faire rester le consommateur, le fidéliser, parce qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus comme il y a encore 5 ans ou 6 ans sur un consommateur qui venait, 5 jours sur 5 en fonction de son agenda, mais aujourd'hui, avec les effets, je dirais plutôt même les ravages du télétravail, on part sur des consommateurs qui sont présents sur leur lieu de travail 2 ou 3 jours sur 5. Ouais. Donc il faut impérativement leur donner la plus belle, le plus beau nid, le plus beau cocon dans leur bureau. D'accord. Amaury, est-ce que c'est une demande des collaborateurs ou une prise de conscience des directions ? Alors, notre observatoire, l'observatoire Foodles, existe depuis 10 ans, depuis la création de l'entreprise, depuis 10 ans, qui a été notre phase de forte croissance, pour passer de 0 à 22 000 couverts jour sur l'ensemble du périmètre, nous a permis d'observer, de faire des constats qui ont validé notre thèse de croissance. Effectivement, les constats de l'attente du convive, de l'attente plus forte du convive, du besoin d'être écouté, s'est véritablement révélé. Dès le début, Foodles a voulu inventer un système technologique qui adresse et qui comprenne le consommateur, avec des systèmes de surveille qui sont plus qu'annuelles, qui sont quotidiennes. Donc cette attente consommateur, nous on l'a construite au fur et à mesure de notre croissance pour s'en inspirer, pour que le consommateur inspire véritablement, le B2C for B, inspire véritablement nos chefs, nos équipes, nos choix culinaires. Le deuxième aspect qui est clé, et oui, depuis l'après-Covid, on s'est aperçu que la restauration d'entreprise, de manière générale, qu'on soit dans le monde tertiaire, le monde industriel, le monde de l'hôtellerie, le monde public, ne pouvait plus s'organiser de la même manière. On l'a vu dans les magnifiques photos qui viennent d'être diffusées. Les restaurants d'entreprise ne sont plus implantés de la même manière, sont plus proches du convive, plus proches des bureaux finalement, et répondent à un besoin tout simplement d'organiser sa journée de travail différemment. N'oublions pas, chez Foodles on le vit, qu'un temps de déjeuner en France,
On peut le comparer, nous, avec l'Angleterre, où on est implanté. C'est 1 heure, voire un petit peu plus de temps. Et c'est du temps de déjeuner qui associe plaisir et de plus en plus travail. Donc on a, nous, cet accompagnement de la transformation de la journée de travail qui est devenue véritablement prégnante dans la mesure où le télétravail empiète sur le nombre de jours au bureau. Donc on a, nous, chez Foodles, validé effectivement cette thèse que la restauration d'entreprise pouvait s'installer différemment, avec des espaces plus ouverts, plus accessibles, mais aussi pouvait concerner beaucoup d'entreprises qui, auparavant, ne faisaient que le choix du ticket restaurant ou du restaurant d'entreprise. C'est plus l'un ou l'autre. Véritablement, aujourd'hui, c'est l'un et ou l'autre. On a vraiment cette démarche-là. Un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, font appel à nos services pour compléter un système de restauration cuisinant sur place, pour évidemment réinventer complètement, on le voit dans le cas Etam qui est diffusé à l'écran, réinventer complètement un restaurant d'entreprise installé sur place, mais aussi affiner, travailler des problématiques de dîner le soir pour des sites industriels, apporter finalement, régler un système de restauration d'entreprise en fonction du besoin des clients. Merci beaucoup. Jérôme, je repasse à toi rapidement. Maintenant qu'on est passé de la cantine au vrai restaurant, en quoi un restaurant d'entreprise est-il différent d'un restaurant en ville ? Dans le restaurant d'entreprise, on a la possibilité aussi de continuer à travailler, ou on a l'obligation, dans certains cas, de continuer à travailler ou de continuer des réunions. Et donc, voilà. Ici, par exemple, là, on peut manger aussi ? Oui, salle de réunion et... Ça, c'est en fait une salle à l'intérieur du restaurant, le Sky Bar, à Cybercampus. D'accord. Et ce sont des salles qui sont destinées à pouvoir continuer à travailler et à signer des contrats, plus principalement. Donc, on a une autre photo en suivant, voilà, où là, on a la digitalisation qui rentre dans la restauration. Bien sûr, on a deux courants opposés. Hein, soit on est là dans la restauration pour se détendre et pour vraiment couper la digitalisation, couper le travail, soit on a besoin, parce que des clients sont là, que jusqu'à 14h et qu'à 15h, ils reprennent leur avion, eh bien, on est obligé de prolonger à déjeuner le travail. On commence à trouver ce type de lieu dans les hôtels, mais c'est assez rare, en fait, qu'on puisse avoir la technicité suffisante pour relier des gens, en fait, dans le monde entier, et puis continuer à déjeuner en pouvant visualiser le contrat et les modifications qu'on a à faire. Alors, prendre du plaisir en mangeant, c'est important, mais aussi en prenant soin de la planète et des autres, c'est encore plus plaisant. RSE, circuit court, végétalisation des menus, lutte contre le gaspillage. La restauration d'entreprise devient aussi un vecteur d'engagement environnemental et social. Alors, je prends l'exemple de la table du réchaud que j'ai eue en interview il n'y a pas si longtemps que ça sur News Workwell, qui accompagne des personnes réfugiées dans leur parcours d'apprentissage au métier de la restauration, ou encore la cantine des arbustes qui a été ouverte par l'association Refugee Food. Et donc, elle est située au rez-de-chaussée d'un foyer pour travailleurs exilés, et en cuisine s'activent des réfugiés en réinsertion épaulés par des bénévoles. Amaury, Foodles, c'est certifié Bicorp. Vos plats sont majoritairement notés A ou B en Nutri-Score et vous avez réduit l'impact carbone moyen de vos repas de 45%. Comment vous conciliez innovation culinaire et impact environnemental et social ? Alors l'impact RSE, environnemental et social, est au cœur de notre stratégie depuis le début. Dans notre fameuse thèse, on s'est dit on veut faire de la croissance, et la croissance a été très très forte, mais que cette croissance soit, l'ingrédient de cette croissance soit notre impact, et qu'il soit mesuré. L'un des enjeux quand on crée une entreprise avec ce niveau de croissance, c'est de pouvoir le mesurer. Donc ça nous a paru évident, c'était un petit peu avant la labellisation Bicorp, un petit peu après notre annonce d'être une entreprise à mission, de pouvoir mesurer notre impact avec ce bilan carbone. Effectivement, on en a fait plusieurs, et nous avons pu, grâce à ce bilan, définir une roadmap de réduction du bilan carbone des plats Foodles. Ça nous a permis de prendre conscience et de faire prendre conscience à nos convives, qui sont très en attente sur le sujet, de l'impact
et des différentes rubriques d'impact d'un plat Foodles. Vous avez le transport, vous avez la partie food, évidemment, ce qu'il y a dans l'assiette, la partie contenant. Et donc, on a pris conscience des choses et nous accompagnons nos clients dans un échange permanent sur ces roadmaps. L'impact environnemental de Foodles est toujours associé et positionné dans une mission d'une personne qui associe les deux sur l'impact social. Quand nous sommes nés il y a 10 ans, il nous a paru évident qu'il fallait CDIser l'ensemble de l'entreprise, y compris les métiers logistiques. C'était un petit peu à contre-courant à l'époque de ce qui se passait, avec la vague d'entrepreneurs. Nous avons tenu ce cap, et effectivement, l'intégration en CDI de toute la chaîne de valeur Foodles, livreurs, préparateurs, food, a été une évidence. Et au fur et à mesure, nous l'avons enrichi avec effectivement des engagements forts auprès du milieu associatif, avec l'intégration de logiques de retour à l'emploi, avec cette donnée qui est intégrée dans notre roadmap et qui nous paraît absolument essentielle. Voilà. Très bien. Michel, Sanofi est associé à Exalt, Compass Group France pour sa restauration. Olivier, je l'ai dit en introduction, tu as travaillé pendant des années pour Compass. Donc, je vais donc vous poser la question à tous les deux. Proposer une alimentation plus saine, plus locale, plus durable, comment c'est devenu un facteur d'engagement, de fidélisation, voire d'attractivité employeur ? Alors, c'est une attente. Il faut bien savoir une chose, c'est que le consommateur en général, les employés en particulier, ils ont, à travers le temps, sont devenus de plus en plus exigeants. On fait tous attention à ce que nous mangeons. Et la crise sanitaire a bien évidemment amplifié ce changement. Donc, pour nous, il est primordial qu'on offre à nos collaborateurs les meilleurs produits, et ça, on le fait en collaboration avec nos partenaires, les produits frais, les produits qui viennent d'une production locale, le circuit est court, comme tu l'as dit tout à l'heure, en mesurant l'impact carbone, en mesurant tout un tas de choses, mais l'objectif étant, encore une fois, d'améliorer cette fameuse expérience dont je parlais tout à l'heure. Donc, la qualité de l'assiette n'est pas qu'une mode qu'on est en train de déployer. Non, ça c'est une demande. C'est le consommateur qui veut ça. Ce sont les entreprises qui veulent ça parce que nous avons une stratégie globale dans laquelle il y a toute la partie RSE et toute la partie santé des collaborateurs. Donc c'est devenu primordial. Et pour nous, ça fait partie en fait du contrat qu'on va signer avec tous nos prestataires, notamment notre partenaire Exalt. Très bien. Oui, je pense que la crise sanitaire a une fois de plus exacerbé ce besoin de se recentrer sur l'assiette. Le consommateur qui, pendant les différents confinements, a été obligé de se faire lui-même à manger est devenu de plus en plus exigeant, comme le disait Michel, sur la provenance, la qualité des produits qu'il était amené à se cuisiner lui-même. Une fois revenu en entreprise, il a voulu avoir ce même engagement de dire qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que le restaurateur me propose comme offre de restauration. Donc de plus en plus, on voit naître et de façon pérenne maintenant une offre de restauration qui correspond à tous ce sont devenus des standards. Michel a évoqué la notion de circuit court, de producteurs locaux. On ne veut plus éviter, on ne veut plus reproduire le système de... C'est un industriel dont je ne mesure absolument pas la provenance. Je veux savoir que l'œuf, il a été pondu à tel endroit, que le bœuf, il a été abattu à tel endroit, etc. etc. Et un certain nombre d'initiatives vont dans ce sens. Les sociétés de restauration se sont accaparées, ce n'est plus une tendance, c'est vraiment un phénomène. La RSE, on en parle depuis maintenant 10 ans, chacun a pris des initiatives dans son domaine. De plus en plus, on en vient à supprimer les plastiques. Oui. Vous ne trouvez quasiment plus de boissons en plastique, elles sont toutes en canettes, voire en distributeur automatique ou en bonbonne. Vous ne trouvez plus de laitage, on en vient trouver des barres à yaourt dans les restaurants, un peu à l'image de ce que l'on trouve dans les buffets hôteliers. Et puis, cette notion d'RSE, d'engagement, on la retrouve dans la notion d'économie circulaire. Que deviennent les déchets ? Comment vont-ils être traités ?
on sensibilise le consommateur sur, vous avez éventuellement, il y a des pesées au moment où on dépose son plateau, vous avez... pour savoir ce qu'on a mangé exactement. Ce qu'on a mangé, ce que l'on a éventuellement, ce qui est resté comme déchet, et que va-t-il devenir? On parle de notion d'héritage. Donc tous ces phénomènes tendent à améliorer considérablement le niveau qualitatif de la restauration collective dont on parlait il y a quelques années, à une restauration d'entreprise qui tend vers une restauration plutôt premium. Et on respecte aussi de plus en plus la saisonnalité. La saisonnalité, ça, c'est bien hyper entendu. important. Il y a encore quelques années, tout le monde voulait manger tout, n'importe quand. Oui. Et là, c'est fini. Et en faisant ça, on prend en considération aussi le respect de la planète. Oui. Et ça, c'est très important. Et ça permet aussi d'offrir des aliments de qualité à nos collaborateurs. C'est ce qui se passe chez vous, chez Exactement. Sanofi. Exactement. Et chez Foodle, c'est pareil. C'est le cas, et l'un des... Ça s'est beaucoup incarné, nous, dans notre changement de politique achat. En fait, d'une entreprise qui est née dans la technologie et qui s'associe à des traiteurs, on en va en parler après, nous avons fait cette intégration de la chaîne food. Et effectivement, le lien direct avec des faiseurs nous a permis véritablement d'avoir des niveaux d'exigence beaucoup plus élevés. Je prends un exemple, on a un partenaire qui est une ferme, qui a investi, y compris pour accompagner Foodles, dans une unité de production de laitage spécifique. Et donc, on a pu constater en direct, y compris de leurs problématiques d'élevage et de ce qui se passe dans une saison d'une ferme, à quel point les produits pouvaient changer en cours d'année. C'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Et une fois de plus, là, je parle en tant qu'opérateur, la dynamique de croissance économique n'est pas incompatible avec des choix forts qui engagent l'entreprise. Alors, on ne parle plus seulement de cantine, on parle de tiers-lieux, de zones mixtes, de frigos connectés, d'espaces modulables, enfin plein de termes qui peuvent aussi rapidement embrouiller. Des lieux ouverts, en tout cas toute la journée, où l'on peut se restaurer autant qu'on le souhaite, mais aussi brainstormer, se détendre ou travailler de manière informelle, comme tu disais tout à l'heure. On peut manger, puis en même temps travailler, même avec des gens qui sont très loin. Michel, vous avez mis en place plusieurs restaurants au sein de LMS, on l'a vu au début de l'émission, avec des univers culinaires différents. Cuisine bistronomique du monde pour The Kitchen, gastronomie pour la table, cuisine italienne façon trattoria pour les terrasses, ambiance café chic au café de l'atelier, il y a le choix. Qu'est-ce que ça a changé dans les usages ? Ça a changé plusieurs choses. La première, bien évidemment, l'amélioration drastique de l'expérience des collaborateurs, comme je l'ai dit. Ça a changé aussi le taux de présence des collaborateurs sur le site. Je vous donne quand même quelques chiffres clés. Le taux de présence, puisqu'on parle de la maison Sanofi aujourd'hui, le taux de présence de la maison Sanofi, il est supérieur à 85%. Y compris les vendredis. Donc, comparé à d'autres sites, par exemple, on voit nettement la différence. Mais au-delà de ça, c'est aussi, encore une fois, l'amélioration de l'expérience du collaborateur, donc l'amélioration de son engagement envers l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Avoir des ambiances différentes, oui. Avoir la qualité des produits, oui. Mais qu'est-ce qui va améliorer aussi l'expérience ? C'est la façon dont on va préparer ces produits. C'est la façon dont on va servir ces produits. Donc, si on prend, par exemple, l'exemple du café de l'atelier, c'est un espace qui est ouvert toute la journée. Et il va s'adapter au fur et à mesure que la journée avance. Donc, le matin, de 7h30 jusqu'à 11h, on va retrouver l'offre petit déjeuner, les œufs brouillés, le jus d'orange, les viennoiseries et ainsi de suite. À partir de 11h et jusqu'à 14h, 14h30, on va trouver les offres du déjeuner, les sandwich club, tout est préparé sur place, les pokéballs et ainsi de suite. Et l'après-midi, le chariot à dessert jusqu'au soir. Donc, et ça permet en fait d'offrir dans un même espace plusieurs expériences qui vont changer au fur et à mesure de la journée. Et ce qui permet aux collaborateurs d'utiliser ces espaces non seulement pendant la pause déjeuner, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tout au long de la journée. Et ça ne fait pas prendre trop de kilos ? Non. À vous entendre, on mange tout le temps. Michel oublie de dire qu'il a une salle de sport. Qui est juste à côté. Donc, mais voilà. Donc l'idée, c'est encore une fois d'offrir cette possibilité. Pourquoi on fait ça ? À un moment donné, il faut qu'on se pose la question. On en a parlé aussi de l'attractivité, on en a parlé de l'expérience. Mais
encore une fois, tout à l'heure, on a dit, on est passé d'une situation où on venait au travail, parce qu'on venait au travail tous les jours, Oui. à post-Covid, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, peu importe. Il y a des entreprises qui maintenant essaient d'aller à 4 jours, d'autres qui n'y arrivent pas. Bref. Il y en a même qui font maintenant du lundi au vendredi, Voilà. temps plein. Alors, Sur site. la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut faire venir les collaborateurs avec une solution qui est de dire « vous êtes obligés de venir » ou est-ce qu'on fait venir les collaborateurs parce que le collaborateur va faire le choix de dire « je vais venir » parce que là, je vis une expérience unique, une expérience que je n'ai pas chez moi, une expérience que je vais partager avec mes collègues, parce que j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de discuter avec eux, j'ai envie... Donc, nous, notre idée, c'est de dire, si vous avez toute la journée des réunions Zoom, où vous allez travailler sur votre tableau Excel ou que sais-je, ne venez pas, restez chez vous, ça ne sert à rien. Par contre, quand on vient sur un site, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour rencontrer nos collègues, c'est pour travailler avec eux, c'est pour créer. Et donc, il faut avoir cette ambiance qui permet de faire ça. Et à partir du moment où vous offrez cette expérience, vous n'avez plus besoin d'obliger les gens de venir. Ils vont venir tout seuls. Oui. Amaury, c'est justement, ça a changé quoi, vous, ce système de frigo connecté? Nous, ce qui a changé, Frigo Connecté, donc depuis 2 ans, nous développons des restaurants d'entreprise qui associent Frigo Connecté et des comptoirs de service avec le geste de fin de préparation d'une équipe sur place, Foodles. Ce qui a changé véritablement, c'est que déjà on parle de plus en plus avec les workplace managers, mais aussi les RH, qui ont un niveau d'information et d'échange avec nous soutenu et profond. Je m'explique. On a un certain nombre d'entreprises, je pense au monde hôtelier, qui vont nous communiquer véritablement leur rythme, avec des tableaux enrichis chaque jour, de retour au travail, de rythme de travail, et on va s'en inspirer pour calculer, inventer, innover sur le site. Ce qu'on veut aussi, et là je parle beaucoup du monde tertiaire, Foodles évolue aussi dans le monde industriel, dans le monde public, c'est vrai que dans le monde tertiaire bureau, on s'est aperçu que les codes de campus étaient de plus en plus attendus. Le restaurateur n'est plus qu'accompagnateur du déjeuner, il y a beaucoup d'attentes qui sont là le matin. Beaucoup de jeunes, dont je fais un peu partie aussi, arrivent avec cette attente d'avoir un premier élément de la journée qui est un café, soit convivial, soit café de travail, soit petit déjeuner collaboratif au bureau. Et donc, l'un des choses qui nous a inspirés, ça a été clé. Et donc, on a décidé, par exemple, d'intégrer dans l'offre de comptoir une offre barista et une présence des personnes Foodles sur place dès le matin, pour pouvoir accompagner ce temps fort. Tout ça dans un échange avec les workplace managers et souvent les ressources humaines. Donc on a effectivement on s'est forgé des convictions, alors, tout en étant toujours à l'écoute des clients pour pouvoir apporter une solution qui, matin, midi ou soir, réponde aux besoins des collaborateurs. Mais la finalité, effectivement, est souvent vue dans les chiffres, que ce soit sur les types de consommation ou sur les notes moyennes qui sont les notes moyennes sur la prestation ou sur la qualité des plats, qui est reçue par Foodles chaque jour dans nos systèmes et qui nous permet de faire un reporting précis aux clients. Et du coup, qu'est-ce que vous constatez? Et donc, on constate véritablement que l'attente collaborateur est d'avoir une continuité de service, d'être finalement... d'adresser ce besoin de liberté dans ma journée de travail et d'avoir une restauration qui est une restauration gourmande et qualitative, quel que soit le jour de la semaine. Voilà. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que pour adresser souvent ce sujet d'espace contraint, où beaucoup de personnes viennent au même moment, ce fameux sujet de la saturation, tu connais bien Olivier, on a aussi décidé rapidement d'investir dans des systèmes de prépaiement et click and collect qui permettent de fluidifier le restaurant, qui reste un sujet important. Alors maintenant, on va parler d'esthétique aussi, d'ambiance, voilà, parce que finalement, manger bien, c'est bien, mais il y a tout autour aussi, tout ce qui est autour qui compte pour une vraie expérience réussie. Chez Projectif, Jérôme, vous co-construisez avec les utilisateurs. Citer des lieux, que ce soit sur un restaurant principal, on va avoir besoin que ces différents espaces soient récupérés dans toute la journée. Il faut des espaces de 10 personnes, il faut des espaces de
40, 50 personnes, il faut pouvoir faire de l'atelier, il faut pouvoir faire de la réunion, de la formation. Et donc, il va falloir, sur chacun de ces lieux, des esthétiques différentes, des positions différentes, des positions basses, décontractées, des positions classiques comme on est tout de suite, mais aussi des positions hautes qui sont plus dynamiques, plus rapides. Et donc, l'esthétique et puis la fonctionnalité doit suivre en fait les différents contextes dans lesquels les utilisateurs vont être. Et ils sont de plus en plus variés, ces contextes. Et comment, juste rapidement, cette maquette, elle fonctionne? On se met autour, on peut déplacer les éléments? Qui connaît mieux la population que les spécialistes de l'entreprise et des gens qui ont déjà cette expérience. Il faut s'habituer au fait que le designer ne connaît rien. La connaissance, elle est dans l'utilisateur ou les personnes qui expérimentent les utilisateurs depuis des années et des années. Et c'est pas en quelques semaines ou quelques jours d'analyse qu'un designer, un concepteur va intégrer toutes les données de la culture d'une entreprise. Et en plus, ce qui est très intéressant dans les maquettes, c'est que les différentes configurations peuvent être faites devant soi, devant les spécialistes. Les représentants de l'entreprise et de fait, ils peuvent voir si telle configuration fonctionne ou telle autre configuration fonctionnerait mieux. Et ils peuvent s'orienter autour de la maquette, voir différents angles, l'angle d'entrée dans le lieu, l'angle depuis le bar, l'angle depuis la terrasse, etc. Et donc voir comment il peut réorganiser sa salle si c'est nécessaire. Il y a plein de données qui, dans la restauration, on pense que c'est simple, mais quand vous parlez avec un chef de n'importe quel restaurant, il a des idées très précises de pourquoi cette table elle est à tel endroit, avec telle chaise, avec telle... et ce qui va servir. Voilà. D'accord. Donc, en tant que designer, il faut... le rôle de facilitateur est très important. Et il ne faut pas imposer sa vision esthétique aux utilisateurs. Je pense qu'il faut beaucoup écouter et beaucoup faire jouer. Olivier, selon toi, quels sont les éléments qui ont fait basculer une cantine d'entreprise basique à un restaurant expérientiel ? La restauration d'entreprise, on l'a vu ces dernières années, elle s'assimile énormément à la restauration commerciale. Ce que je trouve en sortant, il y a certains quartiers, j'ai cité tout à l'heure la Défense, mais vous avez envie de trouver de l'italien, du Tex-Mex, du japonais, du Pokéball. Pourquoi je ne l'aurais pas dans mon restaurant d'entreprise? Donc, à chaque société de restauration d'entreprise, d'adapter et de moduler l'offre, son offre de restauration en fonction des attentes des convives. Mais en termes d'esthétique, surtout. En termes d'esthétique, il y a, et Michel, je pense, ne me contredira pas, on apporte un soin tout particulier au dressage. Au dressage, que ce soit de l'entrée, que ce soit des pâtisseries. Il y a énormément de chefs pâtissiers aujourd'hui qui font des véritables œuvres d'art en restauration d'entreprise. Et on rentre, et c'est d'abord l'œil qui vous attire vers telle ou telle prestation. Deuxièmement, il y a cette notion de dressage minute. Avant, on avait un peu le sentiment, on servait de façon un peu répétitive. Aujourd'hui, il y a un échange, il y a une communication. Là, on voit par exemple les cuisines, elles sont ouvertes. Par exemple, les cuisines sont ouvertes. Preuve que d'un côté, on joue la transparence, c'est-à-dire que tout est fait sur place et on voit l'équipe œuvrer à la réalisation de tel ou tel produit. On voit que le dressage est minute, c'est plus préparé à l'avance. Et puis je donne parce qu'il y a le petit coup de main du chef, il y a la mise en valeur, l'esthétique de l'assiette. Le dressage est très très important. Et ce qui fait que vous n'avez plus l'impression d'être dans une cantine,
comme on l'évoquait il y a quelques années encore, on est vraiment dans un restaurant d'entreprise ou mieux à la brasserie ou certains espaces que l'on trouve chez Sanofi, par exemple. Ici, rapidement, si on peut décrire. Ici, on joue sur la polyvalence des espaces. Comme l'a indiqué Jérôme tout à l'heure, la salle à manger d'il y a quelques années, c'était la plus grande salle de réunion d'un building. Aujourd'hui, les espaces, ils sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup plus intimistes. Je peux continuer à travailler avec mon laptop, je peux manger, faire une réunion de travail. Par exemple, on est dans un espace on parle de lieu de vie, d'espace à vivre. On a du mobilier qui rappelle plus son salon domestique plutôt que... Et là, dans cette vision-là, on joue sur les hauteurs des assises hautes, des assises basses. Donc il y a des vertus acoustiques, mais c'est aussi pour dégager une autre impression que la salle à manger des restaurants de collectivité qu'on a connus quand on était plus jeune. On se polarise sur vraiment les tendances architecturales d'aujourd'hui. Alors, on l'a vu, les entreprises, elles veulent aujourd'hui une restauration plus flexible, plus durable, plus engageante, mais pour y parvenir, un allié de poids s'impose, c'est la technologie. On en parlait un petit peu au début de cette émission, j'ai dit qu'on y reviendrait. QR code pour réserver une table ou commander un repas, capteur intelligent pour limiter le gaspillage, t'en parlais tout à l'heure Olivier, menu personnalisé selon les préférences ou les besoins alimentaires, parce qu'il y a aussi les allergies, enfin tout un tas de choses. La restauration devient du coup aussi un territoire d'innovation digitale. Amaury, on commence par toi. Tes frigos connectés sont à la pointe de cette mutation. Comment les outils numériques que vous avez développés permettent-ils d'optimiser le service et limiter l'impact environnemental ? Donc le système dans lequel Foodles a investi en propre permet de soutenir l'ensemble de nos opérations, qu'elles soient installées en frigo connecté, en comptoir de service, nous permet véritablement, en étant reliés à nos systèmes d'approvisionnement, nous livrons les sites tous les jours, d'alimenter le système algorithmique qui va finalement permettre d'avoir les bons approvisionnements au bon endroit. Bien avoir en tête que Foodles propose un menu très très large, qu'il s'agisse d'un site qui tourne à 30 couverts jour comme un site à 500. Et donc on a besoin d'avoir une technologie qui s'appuie sur l'expérience, qui va collecter la data quotidienne pour être relié à nos opérations et rendre nos restaurants bien achalandés chaque jour. Donc on a eu ce choix fort d'intégrer nos systèmes d'information, de travailler la data d'une manière structurée et relié aux opérations dès le début. Et on a décidé aussi de faire un choix fort sur nos fameux frigos connectés en choisissant la technologie RFID qui nous permet de voir à l'instant T, sur nos 1000 frigos connectés en France, quel produit est à quel endroit et donc de pouvoir optimiser les choses. Exemple, de pouvoir mettre en avant des promotions. Rien ne sert de garder un frigo trop achalandé le soir et donc de pouvoir déclencher des opérations de réduction lorsque, à certains moments de la semaine, on a la possibilité de le faire parce qu'on sait quel produit est à quel endroit. Donc ça a été vraiment très très important d'avoir un système d'information et la bonne technologie au soutien de la croissance et de pouvoir finalement l'exploiter à l'échelle. Parce que c'était assez facile quand on avait 20 clients. Aujourd'hui à 600 clients et demain avec la croissance qu'on a à 1000 clients, de pouvoir continuer à le faire d'une manière efficace. Ouais. Voilà. Donc ça c'est la data effectivement pour analyser après coup ce qu'on mange pas, combien de produits restent, c'est plus pour le gaspillage aussi. Enfin pas que, mais entre autres. Mais côté application aussi, on voit là par exemple pour fluidifier un peu le parcours du collaborateur. Ça c'est pratique, il peut commander directement sur son téléphone. Qu'il s'agisse d'un dispositif de restauration autonome frigo connecté Foodles, il y a cette commande par le téléphone qui permet d'anticiper son déjeuner pour ceux qui le veulent, c'est 5 à 10% des convives ou des consommations quotidiennes, mais aussi dans le système installé sur site avec nos comptoirs de service, de pouvoir finalement prendre un peu d'avance et de pouvoir réserver, prépayer avant mon déjeuner, voire bénéficier d'un service à table, on y réfléchit en ce moment pour le développer, et aller vraiment encore plus loin au service des convives grâce à la technologie. Ah oui, donc ça fait gagner du temps, et puis ça permet de rester à sa place et se faire servir directement. Exactement. Ok. Michel, vous parlez de l'appli Happy. Exact. D'ailleurs, là, je vais rebondir sur ce qui a été dit par Amaury. Alors, l'appli Happy, c'est... Rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du palier digital pour améliorer l'expérience. Donc, dans cette appli, nous avons imaginé de mettre dedans tous les services qu'on peut offrir aux collaborateurs. La restauration en fait partie.
Donc, ce n'est pas une appli dédiée à la restauration, Oui, oui. c'est une appli qui est dédiée à tous les services qu'on peut offrir. Vous allez pouvoir trouver dedans, par exemple, la possibilité de réserver votre place de parking, votre casier, le restaurant, La salle de sport? la salle de sport quand il y en a une, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, donc, on va travailler l'ambiance, on va travailler l'environnement. Après, on va travailler l'assiette. On va avoir les chefs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bons produits, il faut savoir les cuisiner, il faut savoir les Bien sûr, si on n'est pas dresser. compétent en cuisine, Voilà. bon. Une fois qu'on a la bonne ambiance, une fois qu'on a la bonne assiette, il faut pouvoir maintenant servir. Et donc, je reviens sur ce qui a été dit par Maurice sur le service à table. Donc, grâce à la technologie, nous avons réussi à résoudre un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est les fameuses queues qu'on avait avant dans les restaurants. Je prends mon plateau, je fais la queue pour avoir mon plat, mon dessert, je refais une queue pour payer. Donc tout ça a été résolu grâce à l'application, grâce aux solutions digitales. Parce que du coup, je vais arriver, je veux tout de suite être accueilli par un hospitality officer. On n'en a pas parlé tout à l'heure parce que au-delà de tout ce qu'on a dit, il y a aussi un vecteur sur lequel il faut vraiment apporter l'attention, c'est le service. Et c'est tout le programme de formation en hospitality des collaborateurs qui travaillent dans l'environnement de travail ou de nos prestataires qui sont obligés aussi de suivre ces formations-là que nous avons imaginées. Donc, à partir du moment où vous faites ça, vous arrivez dans un restaurant, vous allez être accueilli, vous allez être tout de suite orienté vers une table Installé. et vous allez être installé, fini les queues, partout. Et Vous débarrassez votre assiette ou non? Alors, il y a des restaurants dans lesquels je vais débarrasser mon assiette à la fin et d'autres pas. Tout dépend des restaurants dans lesquels on se trouve. Par exemple, typiquement, dans le café de l'atelier, je ne me débarrasse pas. Dans The Kitchen, je débarrasse. Mais au niveau de la table ou au niveau des terrasses, nous ne débarrassons pas. Pour passer de la cantine classique à un espace design, éco-responsable, mixte, technologique, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il faut savoir faire évoluer les mentalités. Olivier, quelles sont les grandes difficultés rencontrées lorsqu'on transforme une restauration classique? Alors, je vais rester franco-français, mais le français a peur du changement. Il faut travailler, et cette notion de co-construction prend tout son sens. C'est dire, demain, si je suis amené à transformer les espaces de restauration, je dois le faire, bien entendu, en co-construction, en collaboration avec mon donneur d'ordre, avec mon prescripteur. On ne peut plus imposer un modèle monolithique d'une restauration comme ça ou une salle agencée comme ça. Ça se fait en partenariat. Il faut prendre en considération les attentes, les souhaits des convives pour que l'outil proposé demain aux convives soit celui qui correspond le mieux à leurs aspirations. Donc il y a cette peur du changement, il y a le fait de dire... Et ça, merci Michel, ça permet de faire cette transition avec la notion d'hospitalité. La restauration, elle doit s'accompagner d'une communication que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Avant, on descendait d'une tour à la Défense, on mangeait, on ne savait pas forcément où on découvrait au moment où on arrivait dans le restaurant. Voilà la carte du jour. Aujourd'hui, vous êtes la carte du jour. Aujourd'hui, vous êtes informé très en amont par le biais de l'application informatique. Vous savez que à tel endroit, tel espace, vous allez avoir une offre, une animation internationale, j'en passe. Vous donc travaillez sur l'agencement, travailler sur la communication, travailler sur l'accueil. Il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver dans un restaurant. À titre personnel, vous allez dans un restaurant à l'extérieur, vous cherchez, la qualité dans l'assiette, la qualité de l'accueil et le cadre. Et ben vous prenez ces trois composantes, vous les transposez dans la restauration d'entreprise. C'est aujourd'hui les clés d'un restaurant et d'une restauration réussie. Oui. Pour tous les acteurs. C'est ce qui fait revenir aussi du coup le collaborateur. On revient parce qu'on a copiné avec le chef ou parce que voilà, on aime bien telle personne qui sert. Non mais c'est vrai, c'est humain. Voilà. Alors, on va conclure cette émission. Mais avant de conclure, j'avais une question pour vous tous. Votre vision du restaurant, je suis allée très loin exprès, de 2030.
Je peux commencer, je me jette à l'eau. En 2030, ma vision, notre vision du restaurant d'entreprise est une vision d'un restaurant plus proche du résident au sens large, plus proche du collaborateur physiquement et hyper modulable, qui puisse s'adapter dans une logique de souplesse et d'agilité assez fortement aux différentes fluctuations qu'on constate sur des sites de travail. Voilà. Michel ? Pour Sanofi, notre vision 2030, c'est d'essayer de déployer tout ce concept que nous avons créé et qu'on déploie aujourd'hui dans tous les immeubles de bureaux que nous avons, de pouvoir le déployer dans les environnements de recherche et de développement, sur nos sites R&D ou dans les sites de production, les usines. On n'en a pas parlé. La vie ne se limite pas à la défense et au bureau. Nous avons des sites de recherche, nous avons des usines. Et ce concept-là, c'est un challenge de le déployer dans ce genre d'environnement. Donc notre objectif, c'est d'ici 2030 de pouvoir le déployer un petit peu partout sur nos sites à travers le monde. Très bien. Jérôme, c'est quoi ta perception ? C'est pas facile à dire. Les restaurants volants. C'est pas facile à dire, mais bien sûr, la notion de service est quelque chose qui est en train de ressortir de plus en plus. Et la notion de diversité et d'adaptation au contexte est forcément quelque chose qui va s'exacerber. Voilà. Olivier ? La restauration de demain, elle est un peu à l'image de ce que l'on vit aujourd'hui. Je pense qu'on n'est plus dans des restaurants figés, on est dans des restaurants évolutifs. Je pense qu'il est humain de se dire je mets en place telle thématique. Si la thématique n'est plus au goût du jour, la remplacer par une autre thématique. Et Dieu sait que le patrimoine culinaire français et international que l'on peut adapter est riche. Donc, jouer sur la modularité des espaces. Aujourd'hui, si vous ne faites pas du vegan ou proposez au moins un repas, vous allez peut-être vous heurter à la non-fréquentation de certains qui attendent ce type de prestation. Donc, c'est, encore une fois, et ça va dans le sens du rapprochement entre le donneur d'ordre, le directeur de l'environnement de travail, le directeur des achats, le directeur des ressources humaines et le restaurateur pour vraiment coller au plus près des attentes, des desiderata de ses collaborateurs. Eh bien, merci à vous tous. Alors, ce que l'on retient aujourd'hui, c'est que la restauration d'entreprise est un vecteur d'engagement, un accélérateur de liens et le reflet de la culture de l'entreprise. Du plaisir à l'assiette, en passant par la santé, l'écologie, l'innovation, le lien social, tout se joue aussi dans une salle de restauration. Redonner du goût dans l'assiette, mais aussi le goût de revenir au bureau, car si l'assiette devient un levier d'attractivité, ce n'est pas seulement pour bien manger, c'est aussi pour recréer du collectif, donner du sens à la présence au bureau et nourrir une autre façon de travailler ensemble. À nous de faire en sorte que ce moment quotidien devienne un véritable levier d'envie, d'inclusion et de durabilité. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette belle thématique. Merci, et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On va vous révéler les coulisses de cette émission. Il est 12h10 et on a tous faim, je crois. Ça nous a dans les tapis. On se retrouve très bientôt dans Workwell et vous sur ANews Workwell et portez-vous bien.